Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de MLS is back sur Culture Soccer. Comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël et je suis rejoint par quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est bien Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, bonjour à tous et à toutes. Il me semble qu'on se voit souvent par les temps qui courent. Ouais, exactement. Hier à la radio, puis dimanche on a fait un podcast, puis là je suis content que tu sois de retour avec moi là. Ah oui, on est inséparables, en espérant que les auditeurs et les auditrices l'apprécient. Effectivement, Mathieu. Écoute, aujourd'hui, on va directement, on va pas tourner autour du pot, on va parler des matchs d'hier, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on est le 21 juillet, on parle des matchs d'hier qui se sont déroulés le 20 juillet dans le tournoi MLS is back. C'est très simple, on va commencer par le premier match. Premier match qui s'est joué entre l'Inter Miami et le New York City FC. C'est drôle parce que avant le début de ce tournoi, moi je pensais que dans ce groupe A, il faut dire que c'était un autre groupe A dans le temps, mais dans ce groupe A, je m'attendais à ce que New York City FC et l'Inter Miami occupent la première et la deuxième place. Finalement, il s'est avéré que non, ils occupent les deux dernières places, alors que Philadelphie et Orlando, dont on va parler plus tard, occupent les deux premières places. Tu t'attendais quoi à ce match-là? Il faut dire que c'était assez compliqué pour ces deux équipes-là lors des deux premiers matchs. Est-ce que tu t'attendais à un gros feu d'artifice, un réveil de la part d'une de ces équipes, ou vraiment tu savais pas trop à quoi t'attendre avant ce match-là? Honnêtement, je m'attendais pas à un grand match, pour être franc, mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi terne et aussi ennuyeux. Et ça a été un peu ma déception globalement par rapport à ce match. Ce sont deux équipes qui, sur l'échiquier de la MLS, n'en sont pas au même point. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'expansion qui a toujours pas gagné de match depuis le début de la saison. Et là, je compte évidemment les matchs au mois de mars. Et on a une équipe qui était bien rodée jusqu'à tout récemment, malgré leurs insuccès en séries éliminatoires, ce qui a amené un changement d'entraîneur. Et c'est là qu'on voit que malgré qu'il y a un effectif où les joueurs se connaissent, l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui veut imposer ses idées, qui veut mettre sa patte au sein du 11 et au sein du collectif, c'est plus compliqué qu'on croit. Et je pense que c'est ça qu'on a vu dans ce tournoi de la part de New York City FC, ce qui expliquerait, selon moi, en partie, la déception que représente ce club dans ce tournoi. Ouais, effectivement, une grosse déception. Et je le répète, comme ce que j'avais dit lors du dernier podcast où on avait parlé de New York City FC, ça reste le gagnant de la conférence Est l'année passée, hein. Donc c'est pas rien, hein. C'est un gros club qui malheureusement encore a du mal un peu au démarrage. Après, c'est normal, c'est un nouvel entraîneur, comme tu l'as dit, il va falloir s'habituer à ce que l'entraîneur veut. Jusqu'à maintenant, c'est assez difficile. Et du côté de l'Inter Miami, c'est une équipe d'expansion. Quand on regarde sur le papier, ils ont quand même de belles pièces. Il manque quand même 2 ou 3 joueurs pour amener cette qualité aussi dans cette équipe-là. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils aient des débuts aussi difficiles que ça, avec l'argent qu'ils ont dépensé. Ils ont quand même dépensé, je pense, 9 millions ou bien 10 millions de dollars pour Rodolfo Pizarro, par exemple. Donc, bref, ils ont quand même ramené des joueurs quand même expérimentés. On parle de Robles, Torres, Ulloa, Trapp. Bref, il y a quand même des joueurs expérimentés de la MLS qui sont là et j'en passe, hein. Il y en a plein d'autres, Sweat, Nguyen et ainsi de suite. Je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, hier, comment se sont présentées ces deux équipes-là? On va donner les 11 de départ comme on fait d'habitude, puis notre impression sur ces 11 de départ-là. Donc, l'Inter Miami se retrouvait avec Robles dans les buts. Encore une fois, Dylan Nealis à droite. Au centre de la défense, Roman Torres et Nicolas Figal. À gauche, Mikey Ambrose. Au milieu de terrain, donc dans un 4-2-3-1, on avait Victor Ulloa et Will Trapp, les trois milieux offensifs. Lewis Morgan encore à droite, Rodolfo Pizarro en numéro 10 cette fois-ci, Mathias Pellegrini à gauche et Juan Agudelo en pointe. Du côté de New York City FC, le 11 de départ, c'était Sean Johnson dans les buts. À droite, Anton Tinnerholm. En défense centrale, Maxime Chanot, Alexander Cayens. À gauche, Ronald Matarrita. Au milieu de terrain, toujours dans un 4-2-3-1 aussi, Alexander Ring et James Sands.
Et devant les trois milieux offensifs, c'était Ismaël Tajouri-Shradi, Jesus Medina en tant que numéro 10, Alexandru Mitrita à gauche et en attaque, Valentin Castellanos. Il faudrait préciser que Hébert, le Brésilien, était blessé, donc il n'était pas disponible pour ce match-là. Par contre, petit retour, c'était Maximiliano Morales qui se retrouvait sur le banc de nouveau. On sait qu'il avait subi une blessure, puis il était de nouveau disponible au cas où, bien avant ce qu'on pensait. On pensait que ça allait prendre 2-3 semaines. Finalement, c'était beaucoup plus tôt que ça. T'as pensé quoi des alignements de départ concoctés par Diego Alonso et Ronny Delia? Ouais, premièrement, tu as évoqué la blessure à Maximiliano Morales. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, avec le changement d'entraîneur, bien sûr, qui fait que New York City a peut-être des difficultés parce qu'on sait à quel point Maxi, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme, c'est un joueur remuant et un des meilleurs passeurs de la Ligue l'an dernier. C'est un joueur très... je ne sais pas si c'est dû à sa petite taille, mais il a un centre de gravité, une façon de contrôler le ballon qui lui est propre et qui le rend très dangereux. Et dans la façon qu'on joue en MLS, ça fait de lui un joueur extrêmement redoutable. Et son absence, je pense, s'en fait ressentir dans la formation new-yorkaise. Parce que, bon, je ne veux pas dire du mal de Medina qui a pris sa place comme milieu axial offensif, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ensuite, je dirais que Agudelo comme attaquant avec l'Inter Miami, moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Et je dis pas ça là, en passant au carton rouge qu'il y a eu plus tard dans le match, là, mais je suis pas convaincu que ce soit lui qui pourrait être... tu parlais de pièces manquantes d'ailleurs tantôt pour l'Inter Miami. Ben moi je pense que c'en est un département où est-ce qu'il manque quelque chose selon moi dans cette équipe. Ben c'est un buteur, un vrai, qu'un joueur comme Pizarro pourrait alimenter comme meneur de jeu pour l'Inter Miami entre autres là. Mais je suis sûr que toi tu as identifié autre chose. Alors je vais te laisser y aller de tes observations. Bah, et c'est sûr que déjà le premier choc pour moi, c'était de voir New York City FC abandonner son schéma avec trois défenseurs centraux. Donc déjà, on avait d'habitude, on avait eu l'habitude de voir Sands, Chano et Cayens derrière en tant que défenseurs centraux, avec Ring au milieu de terrain. Cette fois-ci, on repasse à un 4-2-3-1. Donc déjà un gros changement, donc ce qui fait qu'en sorte que Rinsen, l'Islandais, était sur le banc. Donc déjà un changement tactique, donc ça veut dire que même Ronny Deila, il s'impatiente d'un côté. D'un autre côté, ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est qu'on voit enfin le retour d'Alexandru Mitrita dans le 11 de départ. On sait qu'il avait eu aussi des problèmes physiques, ce qui a sûrement pas aidé cette équipe de New York City dans ce tournoi-là, parce qu'on sait combien c'est une pièce importante de cette attaque-là. Pour moi, un des meilleurs joueurs avec Maximiliano Morales, c'est les deux meilleurs joueurs de mon côté pour New York City FC. Donc des petits changements de ce point de vue-là du côté des Boys in Blue, comme on les appelle, et du côté de l'Inter Miami, je suis d'accord, il manque ce gros numéro 9 devant. Par contre, on le sait, l'équipe de David Beckham, au cas où il n'y avait pas eu la pandémie, ils attendaient ce mercato d'été pour pouvoir se renforcer à ce poste-là. Ça m'étonnerait pas que ça arrive lors du prochain mercato qui ouvre ses portes. Je pense que c'était au mois d'août, si je me rappelle bien. Donc c'est bientôt que ça va s'ouvrir. Puis je suis sûr que une des premières choses qui va se passer du côté de Miami, c'est ce gros numéro 9. Beaucoup peuvent en parler de Edinson Cavani ou quoi que ce soit. Donc ça va arriver. Mais point de vue du 11 de départ concocté par Diego Alonso, l'Uruguayen, si jamais tu regardes un peu le 11, c'est le même que lors du dernier match contre Philadelphie. Vraiment presque le même en fait. Juste en défense, il y a eu quelques petits changements. On a vu par exemple Ben Sweat qui était sur le banc, Nilis qui revient comme au premier match, qui revient dans le 11 de départ. Puis t'avais aussi Torres qui se retrouve en défense centrale avec au lieu d'avoir Andrés Reyes à côté de lui, c'était Nicolas Figal cette fois-ci qui était là, tandis que Figal jouait à droite lors du premier match. Donc des petits changements, mais en gros c'était à peu près la même équipe à part ces petits changements. Du défenseur central, Figal se retrouve au centre au lieu à droite. Donc, pas beaucoup de changements du côté d'Inter Miami. Puis,
Par contre, beaucoup de changements dans le jeu. Donc, je sais pas si tu veux en parler dans le jeu de l'Inter Miami et de New York City FC. On avait eu beaucoup de changements. Tu as parlé d'un match terne. Donc, je te laisse vraiment rentrer dans les détails par rapport à ce match-là. Ben, moi, j'avais l'impression que et tu parlais de joueurs dans le recrutement de l'Inter Miami, qu'il y avait des joueurs de la MLS avec un bon recrutement pour les joueurs désignés, mais on voit que la mayonnaise ne prend pas encore. En tout cas, ça va demander un peu de temps. C'est comme quoi, hein, même quand tu as de l'argent, je le répète toujours, avoir de l'argent, c'est une chose, mais bien le dépenser et savoir bâtir vraiment un collectif qui fonctionne et qui soit bien huilé, ça, c'est autre chose et ça demande du temps. Et je pense que dans le cas de l'Inter Miami, c'est quelque chose qui, pour moi, est encore là, en rodage, même en gros rodage. Parce que justement, quand tu as une pièce ou même deux qui ne fonctionnent pas, ça affecte les autres. Je trouve, par exemple, que Pizarro n'a pas montré grand-chose, par exemple, mais en même temps, quand tu as un Agudelo devant, ça peut être difficile pour lui. Alors, ça veut dire que parfois, la performance de l'un affecte l'autre et ainsi de suite. Ensuite, en défense, tu as parlé des petits changements comme ça. Je pense que si New York City avait été mieux rodé, probablement que l'Inter Miami se faisait, je dirais pas lessiver, mais peut-être que New York City aurait gagné avec une plus grande marge. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsque le bloc défensif, tu as parlé de Figal au centre et Torres. Moi, je n'ai pas été entièrement convaincu par ce bloc central. Oui, ça a fini 1-0 parce que New York City n'était pas rodé, mais dans le portrait du match, et en particulier à partir de la deuxième demi, parce que la première demi, là, on oublie ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été très brouillon des deux côtés. Au niveau de la deuxième demi, là, on a vu New York City là, enfin se lever un peu, tenter un peu quelque chose. Et tu as parlé du retour de Mitrita. C'est lui qui fait la belle passe à Ismaël Tajouri-Shredi, qui était sur le banc l'an dernier, mais qui était de retour dans la formation partante. Tajouri-Shredi, oui, je sais, tu vas me dire que j'ai de l'affection pour les joueurs africains, mais il a très bien lu le positionnement défensif à ce moment-là des défenseurs centraux de Torres et Figal. Il est passé entre les deux sans être hors jeu. Mitrita l'a vu de loin, une passe et là Tajouri-Shredi s'est retrouvé seul face à Robles et il a marqué le seul but du match sur cette pièce de jeu-là. Et même, je pense que New York City a failli doubler l'avance un petit peu après, mais après ça, là, c'est revenu un peu, on va dire, terne, si je peux dire comme ça. Mais New York City, je pense, mérite de gagner ou mérite le résultat à l'arrivée parce qu'ils ont mis juste le petit plus qui était nécessaire. Ils ont levé leur jeu. Dans certains moments, ils ont connu, je dirais peut-être, les meilleurs moments forts, alors que quand je regarde du côté de Miami, ben je m'excuse, c'est encore très court. C'est encore très court. Même au niveau de la possession, on ne semble pas y arriver. Et mine de rien, ça fait 5 défaites de suite. Alors, pour une équipe d'expansion, je pense que corrige-moi si je me trompe, mais c'est un des pires départs dans l'histoire de la MLS pour une équipe d'expansion. Alors, c'est comme quoi, encore une fois, l'argent n'achète pas tout. Mais il y aura peut-être plus que juste le recrutement pour combler les postes, pour que cette équipe-là puisse fonctionner. Il va falloir que l'entraîneur, comme tu as dit, trouve la bonne carburation éventuellement pour que les morceaux qu'il a à sa disposition soient bien emboîtés ensemble. Parce que ça semble très compliqué et ça a apparu au cours de ce match. Et n'eût été du fait que New York City avait un début également où ils n'étaient pas très bien rodés, mais comme les joueurs se connaissent un peu plus... et comme ils ont un petit peu plus d'années d'expérience en MLS, bien, c'est ce qui a fait peut-être la différence dans ce match. Voilà. Ouais, effectivement, tu as complètement raison du point de vue déjà de l'Inter Miami où c'est sûr que bon, Diego Alonso a pas encore trouvé ce qu'il faut pour faire marcher cette équipe, mais comme on l'a dit, c'est une équipe d'expansion, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps, sachant que encore c'est une équipe en construction encore qui a pas encore toutes les pièces comme on l'a dit, mais oui, c'est un des pires départs, si ce n'est le pire départ en MLS de la part d'une équipe d'expansion avec 5 défaites de suite. Du côté de New York City FC, c'était quand même un peu plus dangereux parce que eux aussi, ils étaient presque très proches à arriver à un 5e match avec 5 défaites aussi en 5 matchs. Finalement, ils ont remporté ce match-là. Et je veux juste un peu expliquer un peu ce qui se passe du côté de New York City FC parce que je pense que c'est important. En premier, ça a l'air que l'entraîneur Ronny Deila, le Norvégien, a des instructions très précises
précise à ses joueurs. Donc, ça a l'air qu'il ne veut pas vraiment leur laisser de liberté. Et c'est quelqu'un qui a une vision très pointue sur où chaque joueur doit se trouver à n'importe quel moment dans le match. Donc, ça prend beaucoup de temps à implémenter sa vision de jeu dans une équipe. Après, une fois qu'elle est implémentée, on a vu que Deyla a fait quand même de très bons résultats dans sa carrière d'entraîneur, sa jeune carrière d'entraîneur. Donc, je pense que ça va prendre du temps, mais je pense que ça va venir. Il y a de l'amélioration. C'est dommage aussi si jamais tu regardais, hein, je suis sûr que tu as vu les 2 matchs de New York City FC avant. New York City FC a perdu ces 2 premiers matchs, sauf que ils ont quand même dominé. Et selon moi, ils auraient dû, si c'est pas remporté, au moins prendre des matchs nuls dans les 2 matchs précédents. Donc c'est pas comme s'ils étaient mauvais. C'est juste qu'ils ont du mal à trouver la bonne carburation. Et aussi, ils ont du mal à trouver le fond des filets. Finalement, ils ont réussi à trouver le fond des filets durant ce tournoi à juste 2 reprises, tandis que l'année passée, c'était New York City FC qui remportait des matchs 3-0, 4-0, 5-0. Donc, ce qui est plus le cas cette année. Une des choses que j'ai trouvé qui était un peu très bizarre en fait du côté de New York City FC, et je pense que Ronny Deila va devoir changer un peu ça, c'est qu'il essaie de faire en sorte de jouer à partir de derrière. Donc, faire en sorte de construire à partir de derrière, à partir de la défense. Le problème, c'est que tu as 2 défenseurs centraux qui sont Maxime Chanot et Alexander Cayens, qui sont pas très habiles balle au pied. Ils sont vraiment pas habiles du tout balle au pied, et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que la construction en première mi-temps, si tu vois la possession, était à 68% pour New York City FC au bout de 45 minutes, mais la plupart de la possession se jouait entre Maxime Chanot, Alexander Cayens et le gardien Sean Johnson, parce qu'ils avaient du mal à sortir le ballon de la défense. Il y avait le gros pressing de la part de l'Inter Miami qui a beaucoup dérangé New York City FC. Mais 2, ces défenseurs centraux-là ne sont pas habiles balle au pied. Donc, tu dois arriver à un moment et tu dois faire avec ce que tu as. Donc, Ronny Deila doit trouver un moyen de s'adapter au fait qu'il n'a pas les défenseurs centraux qu'il faut pour jouer de cette manière-là. Ou il va falloir qu'il arrive à faire progresser ces 2 défenseurs qui ont quand même déjà 30 et 28 ans. Donc, c'est difficile de faire progresser des joueurs à cet âge-là. Donc, faut voir exactement ce qu'il faut faire du côté de Deila. Donc, c'est une des raisons pourquoi la première mi-temps a été aussi dégueulasse que ça. Tu as parlé du but après, et c'est en deuxième mi-temps où ça a changé un peu plus. On a été un peu plus vertical et ça a changé. Et puis, c'est là où Mitrita a pu marquer son but. Il y a eu un très beau... quand Keaton Parks est rentré pour Jesus Medina. C'est Shreddy qui a marqué, pas Mitrita. Mitrita, la passe décisive. Non, la passe décisive, excuse-moi. Oui, c'est ce que je voulais dire. La belle passe de Mitrita pour Tajuris Radi qui a marqué. Puis après, quand Keaton Parks est rentré pour Jesus Medina, il a eu une très belle occasion de marquer aussi. Pourtant, c'est un milieu défensif, mais qui jouait en tant que numéro 8. Il a une belle occasion de marquer aussi. Donc bref, ça a l'air que Deila commence au fur et à mesure à connaître son équipe, et son équipe commence à s'adapter à son entraîneur. Du côté de l'Inter Miami, on est encore beaucoup plus loin que ça. Comme je l'ai dit, il y a un gros manque dans la conception de l'équipe. Donc, il manque peut-être 2-3 pièces avant de pouvoir prétendre à mieux. Oui, ce sont de bonnes observations. Ça complète un peu ce qu'on avance. Et ça vient confirmer le fait que, justement, un nouvel entraîneur à New York City FC, il arrive avec ses idées qui sont pas les mêmes que son prédécesseur. Et les joueurs qui sont en place, qui ont été habitués à jouer d'une certaine manière, ils doivent s'habituer maintenant à de nouvelles instructions, de nouvelles directives, une nouvelle façon de voir les choses. Et ça demande un peu de temps, mais ça va, je pense, prendre moins de temps que pour l'Inter Miami ou pour moi, l'édifice puis la construction va demander plus de temps, d'après moi. Oui, effectivement, ça va prendre du temps. Par contre, on peut pas dire que l'Inter Miami est sur le bon chemin parce que jusqu'à maintenant, ça se voit pas. Par contre, j'ai bien aimé leur pressing haut. Ça avait bien fonctionné face à une équipe comme New York City FC. Donc, il y a quand même quelques positifs du côté de l'Inter Miami. Du côté de New York City FC, ça a l'air qu'on commence à trouver au fur et à mesure une certaine maturité dans le jeu. Ça va prendre un peu plus de temps. Il faut que toutes les pièces soient déjà en santé. Donc, moi, j'aimerais bien voir ce qui va arriver si jamais t'as Morales, Hébert en santé, avec que des bons joueurs. Peut-être un défenseur central qui est un peu plus habile des pieds. Ça serait bien.
pas une défense centrale que j'aime beaucoup, Maxime Chanot, Alexander Cayens. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis. Donc, il y a du positif du côté de New York City FC. Faut attendre voir si jamais ça va se développer dans ce sens-là dans le futur. Donc, pour toi, quel était le meilleur joueur du match et le pire joueur du match, Mathieu? Ben, avant de nommer le meilleur joueur du match, je voulais défendre quand même Maxime Chanot un peu parce que en termes de duel aérien, par contre, il a été extrêmement dominant par rapport aux joueurs de l'Inter Miami. Et il a quand même, par rapport à Callens, il a quand même montré de la solidité, même si c'est vrai que balle au pied, ça n'y est pas encore. Il a montré autre chose, il a su compenser. Et en ce sens-là, il a pas été mauvais dans ce match, bien au contraire. Maintenant, pour ce qui est du meilleur joueur du match, c'est peut-être pas une surprise, peut-être que j'opte pour la facilité, mais je vais le donner à Mitrita parce que non seulement sa passe décisive a été importante, mais on voit à quel point son retour dans le 11 a fait du bien à New York City FC, que ce soit pour contrôler le ballon au niveau de la possession et dans sa façon de mener le jeu au milieu de terrain, en attendant que Morales revienne à son tour. Mais quand on pense que c'est lui qui a vu Tajuri Shredi entre les deux défenseurs faire l'appel de balle et envoyer cette balle très précise quand même, il fallait le faire. Et moi, j'ai trouvé que sa présence a fait quand même du bien et amène, pour reprendre un peu ton expression, New York City dans la bonne direction. Puis c'est là qu'on voit, oui, c'est vrai que c'est un joueur désigné, il est censé faire ça, mais justement, le fait qu'on voit que sa présence fasse une différence et calme un peu les esprits peut-être au sein de la formation du New York City FC, puis que ça fait du bien, c'est pour ça que je l'ai choisi, même si ça paraît un choix facile. Non, c'est le choix logique selon moi. C'est vraiment le joueur qui a été le plus dangereux sur le terrain hier. Donc pour moi, c'est le choix logique. Il n'y a pas d'autres joueurs qui ont eu une excellente prestation comme Alexandru Mitrita. Et connaissant Mitrita ou Mitrita, c'est le joueur qui est duquel on s'attend le plus du côté de New York City FC, surtout quand Morales n'est pas là. Donc c'est normal que ce soit lui qui prenne les rênes de l'équipe. Et il a été très bon. Après, il est capable d'être encore meilleur, mais on le sait qu'il est en train de revenir petit à petit d'une blessure. Donc, même en n'étant pas encore à 100%, il a été extraordinaire pour ce qu'il est capable de donner. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais pas choisi quelqu'un d'autre. Je veux donner quand même deux mentions spéciales qui sont quand même assez intéressantes du point de vue de Alexander Ring et Ronald Matarrita. Les deux joueurs que j'ai critiqués lors des deux premiers matchs, parce que Ring, je trouvais qu'il fallait qu'il en donne plus, et Matarrita aussi. Je veux pas dire qu'ils ont fait un excellent match, non, loin de là. Par contre, il y avait beaucoup de mieux, ça allait beaucoup mieux dans leur cas à eux. Ring commence à connaître un peu son rôle, qui est beaucoup moins flamboyant que ce qu'il était sous Domenech Torrent. Et du côté de Matarrita, il a commencé à comprendre qu'il doit défendre avant d'attaquer, ce qui est quand même déjà assez bien pour un latéral gauche. Donc voilà pour les bonnes notes attribuées par Mathieu Lemay et moi-même pour ces joueurs-là. Pour toi, quel était le pire joueur du match, Mathieu? Ça sera pas une surprise non plus, mais j'y vais avec Yohan Agudelo, pas à cause nécessairement de son carton rouge, mais c'est la manière. Il a obtenu un carton rouge en ayant 2 jaunes. Et pour un attaquant, obtenir 2 jaunes dans le match pour te faire expulser, c'est jamais bon. Parce que normalement, on s'attend à ce que ça aille plus à des joueurs à vocation défensive. Mais en plus de ça, il a été horrible en attaque, encore une fois. On l'a à peine vu. Il n'y a pas eu énormément de touches de balle. Un seul tir en 90 minutes, parce que c'était à la 90e minute qu'il a été expulsé. Et ça confirme ce que je disais là, en tout début. C'est peut-être pas le joueur à la pointe qu'il faut pour l'Inter Miami. Oui, on l'a recruté parce que ça faisait partie du repêchage d'expansion, tout ça. Mais moi, je suis pas convaincu du tout. Et ce match-là me le confirme encore plus parce que à cause de sa mauvaise performance, même un joueur comme Rodolfo Pizarro a joué en dessous de ses capacités. Et je pense sincèrement que Agudelo n'est pas le joueur à la pointe qu'il faut pour cette équipe. Et ce match-là me l'a confirmé. Il a vraiment été, je répète cette expression, c'est par les temps qui courent, mais il a été en dessous de tout simplement.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est le même choix que moi aussi pour Agudelo. Pas juste pour son carton rouge, même si c'est le résultat d'un mauvais match, hein, un carton rouge dans son cas à lui. Mais quand tu penses que Agudelo, c'est de déception en déception. Hein, c'est un joueur qui est international américain. Il a quand même 28 apparitions sur le maillot américain, mais ça a toujours été l'éternel espoir qui a jamais su vraiment éclore aux yeux de tous. C'était supposé être l'attaquant qui était supposé porter l'équipe nationale américaine. Par contre, partout où il est allé, ça a été très, très mauvais. Il est même parti en Angleterre, à Stoke City, en Premier League. Ça n'a pas marché pour lui. Il est parti aux Pays-Bas, à Utrecht. C'est la même chose. Pourtant, il avait bien commencé sa carrière, mais il a jamais vraiment explosé. Il a été longtemps avec le New England Revolution. Aussi, on a vu quelques petits éclats de temps en temps, mais en gros, c'était toujours très décevant. Puis cette fois-ci, c'est encore décevant avec l'Inter Miami. Est-ce qu'on peut tout blâmer sur lui? Non. Comme on l'a dit, il y a plusieurs pièces qui manquent. Par contre, sur ce match-là, il a été extrêmement mauvais. Tu as parlé de son seul tir qui était au moins cadré en 89 minutes de jeu. Par contre, il a fait 4 fautes, donc ce qui a fait en sorte que les 2 cartons jaunes sont là. On l'a pas vu vraiment peser sur l'attaque, donc complètement d'accord avec toi. Et il y a d'autres joueurs aussi qui ont un peu déçu selon moi. Encore une fois, Dylan Nealis, pas très convaincu par ce latéral droit, sachant que t'as sur le banc encore De La Garza qui a même pas joué encore une seule minute de jeu dans ce tournoi-là. Est-ce qu'il est prêt? Peut-être. Peut-être qu'il n'est pas en forme, possible, mais c'est encore bizarre, encore une fois, de voir ça. Pourtant, on a vu Alvas Powell qui est rentré à un moment donné, c'est lui qui est venu remplacer Dylan Nealis, et pour moi, il a été déjà meilleur que son compère. Bref, Nealis pas convaincu du tout. Et donc voilà, du point de vue des mentions négatives pour ce match-là. Donc, c'était le premier résultat, donc 1-0 pour New York City FC face à l'Inter Miami. On passe au deuxième match, mon cher Mathieu. C'était le match entre le premier et le deuxième du groupe, les premiers et deuxièmes surprises du groupe. Donc, c'est Philadelphie, l'Union de Philadelphie contre l'Orlando City FC. Donc, 2 équipes qui nous ont impressionnés au début de ce tournoi-là. Donc, moi, j'avais beaucoup d'espoir dans ce match-là. Je m'attendais à ce que ce soit un match assez relevé. T'as pensé quoi du match en tant que tel? On sait que le résultat était un match nul de 1-1. Je m'attendais à ce que ce soit un match plus excitant que celui en matinée entre l'Inter et New York. Et ça a été le cas. Mais j'ai quand même eu le sentiment, à la vue de ce match, que les 2 équipes, probablement parce qu'elles étaient toutes les 2 assurées de terminer, on va dire, premier, deuxième, étonnamment, aucune semblait vouloir prendre vraiment l'initiative pour dire je vais assurer un avantage sur l'autre. C'est un match, je dirais pas au neutre, mais c'est un match où est-ce que les 2 équipes se sont tenues. Peut-être pour éviter des blessures aussi, parce qu'on savait que le tournoi allait probablement se poursuivre étant donné leur position au classement du groupe. Et c'est donc un match qui n'a pas été entièrement satisfaisant. Ça a été plus intéressant. Il y a eu plus de moments excitants que le match en matinée. Mais j'avais l'impression que par rapport à ce que les 2 équipes avaient montré dans leur match précédent avec leur disposition tactique, leur façon d'animer le jeu, que ce soit du côté d'Orlando ou de Philadelphie, moi je m'attendais à une confrontation beaucoup plus d'un plus haut calibre, pas forcément un calibre genre Seattle contre Toronto par exemple ou LAFC contre je sais pas moi Atlanta dans ses meilleurs jours. Là. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant parce qu'on a 2 entraîneurs qui ont des projets de jeu, même s'ils n'en sont pas au même point. Jim Curtin est là depuis assez longtemps avec l'Union de Philadelphie, tandis que pour Oscar Pereira, il vient d'arriver avec Orlando City pour enfin, on va le souhaiter pour Orlando, bâtir quelque chose. Et jusqu'à maintenant, il semble démontrer que c'est le cas. Mais dans ce match-là, il manquait un petit quelque chose pour que ça atteigne, je dirais, là, un summum d'excitation. Mais en quelque part, c'était pas difficile de faire moins ennuyeux que le match en matinée. Puis ça a été quand même intéressant à voir sous plusieurs aspects, là, parce qu'on va revenir sans doute là, aux petits détails, notamment sur les buts dans ce match.
Oui, effectivement, on va détailler un peu ce match-là. On va commencer comme d'habitude par les 11 de départ. Donc du côté de l'Union de Philadelphie, Andre Blake dans les buts, Raymond Gaddis à droite avec Jack Elliott, Mac McKenzie en défense centrale, à gauche Kai Wagner. Au milieu de terrain, changement de ce côté-là, on avait Warren Creeville en tant que milieu défensif, avec Bedoya et Montero et Aronson en tant que numéro 10, et devant la paire Sergio Santos, Casper Prisbilko. Du côté de Orlando City SC, on avait Pedro Gallese dans les buts toujours, Juan à droite, Antonio Carlos et Robin Jensen en défense centrale, à gauche Joao Moutinho. Au milieu de terrain, dans un 4-2-3-1, on avait Sandro Rosell et Junior Urso. Oriol Rosell, pas Sandro Rosell, mais Oriol Rosell. Les trois milieux offensifs, c'était Nani, Mauricio Pereira, l'Uruguayen, et à droite, Chris Muller, l'Américain. Et en pointe, Techo Akindele. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ, Mathieu? Ouais, moi, je suis toujours un peu surpris de voir Akindele comme partant, mais en même temps, ça peut s'expliquer par le fait que Dom Dwyer n'est pas là, évidemment. Mais je dis que je suis surpris dans la mesure où Akindele a déjà joué sous les ordres d'Oscar Pereira à Dallas et il avait perdu son poste de titulaire après une bonne saison recrue avec Dallas. Et pourtant, avec Orlando, Akindele, je dirais pas qu'il démérite, bien au contraire. Il est dans ce match, il a montré pourquoi c'était pas un vilain titulaire. Il est très intelligent lorsqu'on lui donne la chance de s'exprimer. Il est toujours bien posté et je pense que c'est lui qui a eu la première vraie chance de marquer pour Orlando. Et n'eût été d'André Blake qui s'est dressé devant lui, peut-être que Orlando ouvre la marque beaucoup plus rapidement. Ensuite, de l'autre côté, moi, ma surprise, c'est évidemment Creeville comme milieu défensif, alors qu'on avait l'habitude de le voir comme défenseur, même comme défenseur latéral. Là, cette fois, de le voir en milieu défensif avec une formation un peu hybride en 4-1-2-1-2, si on veut, ou un 4-3-1-2, là, appelez ça comme vous voulez. Moi, ça m'a beaucoup étonné parce que c'est la position de Creeville comme milieu défensif qui m'a beaucoup surpris dans le choix tactique de Jim Curtin. Oui, effectivement. Écoute, Creeville, c'est un milieu de terrain qui est capable de jouer en milieu défensif, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir un tout petit peu plus haut. C'est vraiment une formation en 4-4-2 diamant, comme il fait d'habitude Jim Curtin. Donc ça n'a pas changé pour un de vue formation. C'était le seul changement du côté de Philadelphie, avec bien évidemment la défense centrale. On a vu que lors du dernier match, on en avait parlé, Jim Curtin avait fait tourner, avait mis Glesnes à la place de Elliott, il avait reposé Jack Elliott. Par contre, là, il est revenu avec Jack Elliott, qui est pour moi le meilleur défenseur des deux, bien évidemment. Peut-être qu'il avait ressenti une gêne ou quoi que ce soit, l'anglais. Mais bon, finalement, pas de gros changements. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai pas vu pourquoi Martinez, qui a fait très bonne impression lors des deux premiers matchs au poste de sentinelle avec l'Union de Philadelphie, pourquoi il était pas là? Est-ce que lui aussi il a ressenti une gêne parce qu'il était même pas sur le banc? C'est possible. Il faut voir si jamais il sera de nouveau prêt pour le prochain match qui devrait se dérouler pour les huitièmes de finale dans le tournoi MLS is Back. Du côté de Orlando City SC, il n'y a pas eu de gros changements, à part, bien évidemment, on sait que Dom Dwyer était pas sur la formation de départ. Il est blessé, des problèmes musculaires, en fait. Donc, en fait, on n'a pas voulu vraiment lui mettre trop de pression. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire dans ce 11 de départ. Sinon, c'était un 11 plutôt classique du côté de Carlos Pereira, donc les mêmes joueurs que d'habitude. C'est dommage parce que Junior Urso, qui a quand même 31 ans, mais qui a fait très bonne impression dans ce tournoi-là. On a quand même retrouvé une nouvelle jeunesse. Il a commencé à être très important dans le 11 de départ de Carlos Pereira. Malheureusement, il s'est blessé à la 19e minute. Il a dû être remplacé par Jackson Mendez qui est rentré à sa place. Donc ça, il faudra voir comment va s'occuper Carlos Pereira de ce changement-là. Est-ce qu'il va finalement installer Mendes à ce poste-là ou est-ce qu'il va trouver autre chose? Parce que Mendes n'a pas vraiment, pour moi, impressionné. Après, il n'a pas été mauvais non plus. Donc, peut-être que c'est juste pour un premier match. C'était un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, dans ce match-là, quelles sont pour toi les clés du match et qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là? Un match nul 1-1. Oui, pas aussi excitant. En tout cas,
un peu plus excitant que le premier match, mais pas non plus un feu d'artifice, quoi que ce soit. T'as dit comme quoi on sentait que les deux équipes se retenaient un peu, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ils se sont un peu laissés aller un peu plus? Ben, plus en deuxième demi. Oui. Au niveau de la première demi, là, on s'échangeait la possession. Et quand on regarde les statistiques, même à la fin du match, c'est assez équilibré. Donc, c'était un peu un échange attaque l'un ou l'autre, à peu près, surtout en première demi. Après, à partir du moment où Jim Curtin a fait rentrer Ilsinho en deuxième demi, son substitut de luxe, ben, c'est lui qui marque et qui ouvre le score à la 68e minute. Et donc, c'est pour ça que quand je dis substitut de luxe, je pense pas que je me trompe, mais Ilsinho a tout de suite laissé son empreinte. Mais comme ça arrive souvent, hein, il y a un moment de flottement après qu'on marque un but et Orlando est revenu très rapidement, ce qui est un signe quand même que Oscar Pereira a insufflé quand même un petit peu plus de fierté, un peu plus de caractère. Ils sont bien revenus. Nani, tout un centre qui a trouvé la tête de Pereira pour égaliser 2 minutes plus tard. Mais c'est ça, quand on regarde globalement le film du match, autant en première demi, là, on s'échangeait le ballon, on avait l'air de s'étudier, on voulait pas prendre de risques trop. En deuxième, on a décidé d'y aller un petit peu plus. Mais encore une fois, on s'est échangé quand même, quoique cette fois, les moments forts ont duré un peu plus longtemps d'une équipe à l'autre. On a pris, disons, un peu plus de risques à essayer d'y aller. Puis j'ai bien aimé qu'en fin de match, les deux équipes ont essayé d'aller chercher le but vainqueur. Par moment, c'est Philadelphie qui a essayé d'y aller. À un moment donné, c'est Orlando ensuite qui a essayé de tenter quelques centres. Bref, plus le match avançait, plus les équipes se relâchaient un peu, même si on était loin de ce que, comme je le disais, de ce que ces deux équipes ont à faire. Et à l'arrivée, ben, ça a donné comme un affrontement entre deux équipes pas mal équilibrées, et le pointage nul reflète ça. Oui, Orlando a dominé un petit peu la possession, mais au niveau des duels, c'est Philadelphie qui a dominé un peu plus. Bon, il y a eu un peu plus de corner du côté d'Orlando, donc ça veut dire qu'on a menacé. On a eu un peu plus de centre, mais par contre, Philadelphie, au niveau du jeu au sol, et dans le dernier tiers, on réussit un peu mieux nos passes du côté de Philadelphie. Donc, on a quand même menacé les buts adverses. Mais peut-être le dernier point à noter, puis qui pourra enchaîner sur le point suivant de ton segment, Adi, je pense que Orlando a tout de même tenté plus de tirs et a été beaucoup plus dangereux par rapport à Philadelphie en ce qui a trait à menacer le but adverse et en particulier sur la qualité des tirs. Et moi, je veux souligner, mais peut-être que je devance un peu donc ton segment, juste souligner le travail d'André Blake qui a fait quelques arrêts clés lorsqu'il y a eu le moment fort d'Orlando, parce que probablement que sans lui dans les buts, ben, peut-être qu'on avait un résultat différent. Oui, effectivement, un très bon match, André Blake, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Par contre, tu as complètement raison sur certains points. Je suis complètement d'accord, j'ai trouvé que malgré le fait que, si tu regardes le nombre de tirs, oui, Philadelphie a plus de tirs qu'Orlando, mais point de vue qualité des tirs, effectivement, c'est Orlando qui a eu de meilleurs tirs, parce que, en fait, j'ai adoré voir à Orlando, en fait, quelque chose qu'on n'a jamais vu encore dans l'histoire de cette franchise. C'est que on a vu un plan en place mis par Carlos Pereira. Ça a l'air que tactiquement, c'est une équipe qui est très très bien en place, et tous les entraîneurs qui étaient avant à Orlando, on sentait que c'était un peu du n'importe quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a eu quand même de bons entraîneurs qui sont passés par là, mais sauf que il n'y a jamais eu un peu ce plan tactique là. On a remarqué que pour la première, tout à fait, c'est beaucoup plus équilibré depuis que Oscar Pereira est là, que les entraîneurs précédents où c'était complètement débalancé, où l'attaque montrait des choses, mais défensivement, c'était plus il y a de trous et plus il y a de gruyère, quoi. Ouais, effectivement. Donc, c'était très bien de ce point de vue-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en fait, la force de l'Union de Philadelphie, ça a toujours été son milieu de terrain. Donc, depuis que Jim Curtin est là, donc depuis quand même assez longtemps. Donc, on avait Bedoya, Montero et Aronson. Et ben,
d'habitude, on a toujours Martinez, et Martinez en tant que sentinelle, il participe pas vraiment à la construction. Cette fois-ci, Rival aussi ne participait pas vraiment à la construction. Les 3 milieux de terrain ont été très bien pris par Orlando City. Ils ont remarqué ça. Il y avait un marquage assez serré sur eux et ça a très, très bien marché. Une chose aussi qui est très, très intéressante, c'est que pour la première fois, et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes à travers la MLS qui devraient apprendre des troupes de Oscar Pareja, c'est que à chaque fois qu'il y a des centres dans la boîte, on voit 4 à 5 joueurs d'Orlando qui se précipitent vers la boîte. Donc, il y a 4 à 5 joueurs dans la surface de réparation qui sont prêts à venir mettre le ballon au fond des filets. Ce qui est très, très rare en MLS. Malheureusement, très souvent, tu vois des matchs et tu vois un centre, puis il y a un ou deux joueurs au milieu un ou deux coéquipiers qui sont là au milieu dans la surface pour finir l'action. Dans le cas d'Orlando City, on avait 4 à 5 joueurs et ça arrivait à plusieurs reprises. Et c'est ça qui est très intéressant. Bon, après, on va me dire, oui, mais ça veut dire qu'ils sont un peu plus sujets à des contre-attaques. Pas spécialement, parce que à ce moment-là, il y a toujours le milieu de terrain qui est là pour casser l'action, un des 2 milieux de terrain, et tu as toujours les 2 défenseurs centraux qui sont là aussi, et il y a de temps en temps un ou 2 latéraux, un latéral qui est derrière aussi, un peu plus en retrait en cas de contre-attaque. Et c'est ça qui est très intéressant du côté d'Orlando City, c'est que tactiquement, c'est une équipe qui est très, très bien en place, ce qui fait gros changement par rapport à ce qu'on a vu d'Orlando City dans le passé. Du côté de Philadelphie, c'était beaucoup plus difficile pour faire le jeu à cause de la tactique d'Oscar Pareja. Par contre, il y a eu quand même, je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est que Kacper Przybylko a joué un rôle déterminant dans la construction offensive de Philadelphie. Souvent, il a reculé vers l'arrière, il est rentré dans le jeu, puis il a participé à la construction du jeu, ce qu'on a rarement vu. D'habitude, c'était plus un joueur qui se mettait en pointe et qui attendait pour finir les actions. Cette fois-ci, on l'a vu se mêler au milieu de terrain, construire. On l'a vu, il a donné une très belle passe à un moment donné à Sergio Santos. Sergio Santos a créé un tir quand même dangereux à un moment donné. Puis en plus, il est parti reprendre le retour pour de nouveau créer un centre de nouveau dangereux pour Brenden Aaronson qui rate le cadre. Donc, il y a eu quand même de très belles choses du côté de Kacper Przybylko. Ce qui est un peu aussi dommageable, c'est que malheureusement, Brenden Aaronson n'avait pas l'air d'être à 100% dans son match, le jeune Américain de 19 ans qui est vraiment extraordinaire. Il a quand même donné sa passe décisive pour Ilsinho, mais durant le match, ça a l'air compliqué. Je pense qu'il a reçu un coup dans le dos, ce qui l'a un peu incommodé durant le match et on le voyait de temps en temps, il se tenait le dos. Il est sorti finalement à la 94e minute, mais n'empêche, je pense avec un Brenden Aaronson à 100%, on aurait vu des choses un peu plus différentes. Donc bref, quand même un match quand même très intéressant d'un point de vue tactique, pas intéressant point de vue pour les neutres qui veulent juste venir voir des buts. C'était pas extrêmement intéressant parce que il y avait pas cet entrain-là, c'était pas le derby de LA quoi. Mais sauf que il y avait un côté très intéressant tactiquement et j'ai bien aimé parce que Jim Curtin et Oscar Pareja, c'est 2 entraîneurs qui ont fait leur formation d'entraîneur ensemble. Donc ils se connaissent très 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 bien en fait, ils sont très bons amis et c'est intéressant de voir que ces 2-là se sont étudiés tout au long du match. J'ai aussi aimé une dernière chose, et c'est un point que j'aimerais préciser, c'est que Jim Curtin avait sur le banc quelques vétérans, mais beaucoup de jeunes joueurs, et je pense qu'il pensait faire jouer un peu ces jeunes joueurs. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire, et finalement, il a dû s'occuper à faire entrer ces vétérans. Donc, vétérans. Non, il y a Glesnes qui est rentré, qui a quand même 26 ans, mais il y a aussi Ilsinho qui est rentré, qui a 34 ans, qui a marqué le but. Donc, ça n'a pas trop marché du côté de Curtin, mais j'aurais bien aimé voir de plus jeunes joueurs. Du côté de Pareja, il y a quelques décisions qui marchent pour lui jusqu'à maintenant, sauf que je comprends pas trop, comme le jeune Canadien Kamal Miller, qui a pas encore fait une apparition du tournoi. J'aurais aimé le voir, il était titulaire presque indiscutable l'année passée. Avec Orlando, cette année ce n'est plus trop ça, mais écoute, tant que ça marche pour Orlando City, pourquoi pas? Donc voilà pour moi les clés du match. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Mathieu.
Ouais, deux choses. Moi, je veux qu'on parle un peu de Jamiro Monteiro. Même si ça paraît pas tant que ça, il fait rien de spectaculaire. Il stabilise le milieu de terrain de Philadelphie. Tu disais que Jim Curtin bâtit son équipe à partir du milieu. Et Monteiro, ça a été une des révélations l'an dernier et qui a grandement aidé Philadelphie. Au point que c'est un joueur qui était venu en prêt, mais dont on a confirmé que c'était devenu un achat cette saison. Et encore dans ce match, il a été solide. Et il a beaucoup compensé justement les lacunes que pouvait montrer le jeune Aronson dont tu as parlé tantôt. Et en ce sens-là, je trouve que le jeu de Monteiro a fait que probablement Orlando n'a pas dominé autant aussi. Et je me dis aussi que si les deux équipes avaient joué au maximum, même un Monteiro au maximum aurait eu un rôle important. C'est un joueur qui... c'est le genre de joueur au milieu de terrain on a l'impression qu'il est invisible, mais au centre, au cœur du jeu, il est toujours là, que ce soit en défense ou pour la relance ou même pour créer des chances en attaque. Il y a quand même 2 tirs pour un joueur à sa position. Il y a quand même 2 tirs au but. Il est capable d'ailleurs d'en mettre des buts. Hein? Il faut se méfier de lui. Et je voulais noter aussi une chose, parce que tu parlais justement des changements d'Orlando. Moi, je veux souligner la performance de la paire de défenseurs centraux Antonio Carlos et Robin Janssen, parce que quand Philadelphie a quand même eu ses chances pour menacer, puis tu as un Kasper Chibulko, qui est un attaquant non seulement qui est grand de taille, mais qui est très bon aussi balle au pied. Et c'est 15 buts, 16 buts, je pense, en témoignent l'an dernier. Et ça reste encore un joueur très dangereux au cœur de la surface de réparation. Ben, ces deux défenseurs-là ont livré la marchandise et en plus, ils n'ont pas fait des mauvaises relances comme défenseurs, balle au pied. Alors qu'autrefois, on était habitué de voir les défenseurs faire un paquet d'erreurs ou souvent donner des bonbons à l'adversaire. Ben, il semble que Oscar Pereira ait trouvé une paire de défenseurs centraux plus solides. Tu vas me dire que c'est pas difficile, mais il faut quand même le voir. Il faut que les joueurs fassent leurs preuves sur le terrain. Et comme je te dis, juste pour être sûr que je ne m'étais pas trompé, je suis allé voir leurs statistiques devant les yeux. Ben, si tu enlèves Pereira et Nani d'Orlando City, ils figurent parmi les meilleurs joueurs du match. Alors, en quelque part, ça veut dire à quel point cet équilibre-là au sein de l'équipe d'Orlando, ben, ça aide justement à ce que l'équipe paraisse mieux, joue mieux sur le terrain globalement et soit donc automatiquement beaucoup plus dangereuse que par les années passées. Exactement. Et les 2 buts, bah, déjà, le but de Philadelphie, bah, c'est le premier but du match. C'était une des rares fois où le milieu de terrain a pu un peu fonctionner. Puis c'est là que Bedoya a donné à Aronson qui lance Ilsinho comme d'habitude, toujours assez très très bon finisseur, qui réussit à marquer. Du côté d'Orlando City, j'ai adoré aussi le but. J'ai trouvé que c'était un but extrêmement bien mené entre Joao Moutinho, Nani qui centre pour la tête de Mauricio Pereira, qui est quand même pas un joueur grand de taille, hein, l'Uruguayen, très petit de taille, mais une tête piquée presque très très difficile à rendre pour Andre Blake, qui a fait quand même un excellent match. Je pense que c'est une belle transition pour te dire quel est pour toi l'homme du match et le pire joueur du match dans ce match-là. Non, sans surprise, c'est Andre Blake, le meilleur joueur du match. Ce gardien-là a fait 6 arrêts, dont au moins 2 clés, si c'est pas 3. Qui ont permis à son équipe de rester dans le match. Pas que Philadelphie ait concédé des tonnes de chance à Orlando, mais Orlando, on sent qu'il y a une certaine confiance. Alors, quand on a la chance de tirer au but, ben, on le prend. Et ça a été des bons tirs. Et en quelque part, Andre Blake a dû se surpasser. Mais en même temps, on dit se surpasser, c'est presque une habitude dans son cas. Moi, je le compte parmi les meilleurs gardiens de la MLS. Et c'est pas un hasard. Il a été très solide dans sa cage, encore une fois. Et ça a été, sans nul doute, pour moi, le meilleur joueur du match. Même si, dans un match nul, on aurait pu prendre quelqu'un d'Orlando, je pense que c'est Andre Blake qui s'est vraiment signalé. Oui, effectivement, c'est impossible d'être en désaccord avec toi sur ce point de vue-là. Ben, jusqu'à maintenant, on est en accord sur beaucoup de choses. Donc oui, Andre Blake, pour moi, l'homme du match. Quelques mentions spéciales aussi, comme je fais d'habitude. Mauricio Pereira, qui a été très très bon. Je pense le meilleur joueur du côté d'Orlando, pas juste parce qu'il a marqué son but. Il a été très intéressant à la construction. Souvent là, on commence à voir qu'il commence à prendre ses marques
au sein de ce collectif-là. Et aussi, un autre joueur que j'aimerais vraiment mentionner, c'est Bedoya, qui a fait quand même un très, très, très gros match, que ce soit en récupération, mais aussi dans les rares fois où il y a eu quelque chose de construit du côté de Philadelphie, ben, ça venait de Bedoya parce que et Montero et Aronson étaient très, très bien suivis. Donc voilà. Pour les mentions spéciales, le pire joueur, cette fois-ci, je vais commencer avant toi parce que sinon on va commencer à penser que je te suis, j'ai pas vu les matchs. Pour moi, le joueur qui était le plus décevant, malgré ces 2 matchs extraordinaires lors du début du tournoi, ben, c'était Chris Muller. Chris Muller, pour moi, était un peu en dedans. Est-ce que c'est à cause de la couverture de l'Union? Moi, je pense pas. Je pense plus que c'est un joueur qui aime beaucoup les espaces. Il avait très peu d'espace pour s'exprimer cette fois-ci. Et c'est quelque chose que Philadelphie a très bien fait. On n'avait pas les gros boulevards que d'habitude Chris Muller, dans lesquels Chris Muller vraiment excelle. Donc, souvent, il se retrouvait un peu dans des espaces assez restreints, ce qui n'a pas vraiment beaucoup aidé sa prestation. Après, c'est un jeune joueur, hein. Il a 23 ans. Il a quand même été très, très bon au début. Donc, j'ai hâte de voir comment il va se reprendre pour le prochain match. Et pour toi, le pire joueur? Là, les gens vont nous accuser d'avoir truqué la chose. Mais pour moi aussi, c'est Chris Muller qui m'a déçu. Et entre autres, à cause de sa performance lors des 2 matchs précédents où il m'avait grandement épaté. Là, cette fois, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Oui, Oscar Pereira l'a changé à la 86e minute, mais je me demande s'il l'aurait pas fait plus tôt dans d'autres circonstances. Mais il faut se rappeler qu'il y avait eu un changement très tôt dans le match, hein, à cause d'une blessure. Junior Urso avait dû sortir à la 18e minute pour être remplacé par Jackson Mendez. Mais toujours est-il que Muller, ça a été difficile. Mais à sa décharge, c'est vrai, il devait se coltiner Jamiro Montero sur le côté où Muller évolue. Et Montero, c'est pas un joueur facile à négocier défensivement. Et après, en admettant que tu arrives à passer ce joueur-là, ben, tu avais Warren Creavalle que, quand même, en milieu défensif, moi, je me demandais si ça allait marcher, mais ça avait quand même assez bien marché. C'est ce qui a permis aussi un certain équilibre dans cet affrontement-là, parce que justement, quand tu éteins quelqu'un comme Muller, ben à ce moment-là, tout repose beaucoup plus sur Nani, puis à un moment donné, ben Nani, il peut pas tout faire tout seul non plus. Alors, malgré les chances d'Orlando City, ben, il y avait peut-être un petit manque de diversité dans l'orientation de l'attaque à cause de ça. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un match nul là aussi. Hein. Parfois, la clé, c'est dans les petits détails. Et c'est pour ça aussi là, que je trouve que Chris Muller, ça a été difficile. Mais oui, tu as raison, c'est un jeune joueur, il va apprendre. Mais quand même, par contraste avec sa performance lors des 2 matchs précédents, même si on pouvait s'attendre à ce que ce soit plus difficile, on pouvait s'attendre à mieux quand même de sa part. Là. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. On revient sur le classement de ce groupe A. Donc Orlando City finit premier avec 7 points, grâce à sa différence de but. Ils ont un +3 en différence de but, mais même si jamais c'était la même différence de but, ils ont marqué plus de buts que Philadelphie, 6 buts marqués quand même, ce qui est quand même assez bien. Philadelphie se retrouve deuxième, toujours 7 points, mais une différence de but un peu plus basse. New York City FC, donc 3 points, avec une différence de but de -2. Ce sera très important dans la course à la 3e place. On rappelle à nos auditeurs que 4 des 6 meilleurs 3e seront qualifiés au prochain tour. Donc, ça va être difficile pour New York City FC parce qu'il y a quand même avec un différentiel de -2, ça va être difficile de faire partie de ces 6-là. Mais quand même, n'empêche, ils ont quand même encore cette chance-là d'y apparaître. Et Inter Miami, malheureusement, 0 points avec 2 buts marqués, 5 buts encaissés, -3 de différence de but. Un tournoi à oublier pour le club floridien, le club d'expansion floridien. Et voilà, donc pour ce podcast, je ne sais pas si Mathieu, tu as quelque chose à ajouter? Moi, je voulais encourager les gens à aller sur le site officiel de la MLS et à aller lire l'article justement au sujet de Oscar Pereira et de son travail à Orlando City, parmi les meilleurs entraîneurs de la MLS. Mais même au-delà du titre, si on lit l'article, il y a un segment qui parle de Jim Curtin quand même, étant donné que l'article a été écrit après le match.
Et ça aide de mettre en parallèle l'évolution de ces deux entraîneurs au sein de la MLS et comment justement ce qu'ils apportent, et ce qu'on a dit justement au début de notre résumé de ce match-là, comment ces deux entraîneurs-là au sein de l'échiquier de la MLS, ils apportent quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut souligner par rapport à la qualité de leur travail. Oui, effectivement, de deux très très bons entraîneurs qu'il faut saluer bien évidemment. Mathieu Lemay, merci beaucoup d'être venu à ce podcast. C'était très intéressant comme d'habitude. Donc je rappelle à tout le monde, pour ceux qui veulent rejoindre Mathieu Lemay, c'est sur Twitter @MATLEMEE, donc Matt Lemay. Donc vous pouvez toujours le rejoindre là-dessus et il va toujours vous répondre assez vite. Donc voilà, merci encore Mathieu et à demain à tous pour un nouvel épisode du podcast MLS is Back sur Culture Soccer.